Eh, salut! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Émilie Bulldop qui est booktubeuse, c'est-à-dire qu'elle est sur YouTube, elle fait des chroniques qui parlent de livres, donc c'est un petit peu comme ça qu'on catégorise ceux qui font des chroniques littéraires sur YouTube, c'est un petit peu un mot à part entière mais elle nous en parlera juste après. Du coup Émilie, juste pour te présenter brièvement, l'idée de la chaîne Bulldop, elle t'est venue comment et c'était quoi le but de base? Alors, à la base, c'était pas vraiment une idée. J'ai commencé à lire très très tard, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à lire, et donc du coup tout l'entourage que je me suis fait, c'était des personnes qui n'aimaient pas forcément lire ou qui n'étaient pas forcément passionnées par tout ce qui était littérature et tout ça. Et donc du coup on parlait jamais de mes livres, des livres que j'aimais lire, et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer un blog littéraire pour pouvoir trouver des gens qui aimaient lire. Et rapidement je suis passée au format YouTube vidéo parce que je suis dyslexique, donc pour moi écrire des articles c'était compliqué, et à l'oral au moins j'entends un petit peu mes fautes, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'était pas du tout programmé. Ok. Et le nom Bulldop, c'est venu comment? Je déteste cette question. Je suis désolée pour ma voix, j'ai la voix complètement pétée. Alors le nom Bulldop, c'est ridicule, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, mais en gros c'est parce que quand j'étais petite je dessinais des bulles absolument partout, ouais. Donc les gens m'appelaient Bulle, et le Dop ça vient de mes cheveux en fait, ouais, de la pub Petit Dop vivait le Dop là, parce qu'il y avait une gamine qui avait exactement mes cheveux dans une pub. Voilà. Et justement, quand tu t'es lancé sur YouTube, ça peut être vite un peu la jungle, t'as pas eu trop peur de tout ce qui peut être réaction, non seulement de tes proches, et puis après du public qui peut vite être assez agressif, ça peut vite partir en bad buzz comme en buzz positif, mais ça peut vite être compliqué pour certaines personnes, non? Alors, au début, je t'avoue que j'y ai pas pensé, ouais. Parce que je pensais qu'on serait 2, tu vois, ouais. Ou 3, et voilà, la question se posait pas. J'avoue que j'ai eu un peu honte aussi au début, c'était pas de la honte, c'est que j'assumais pas trop le fait de me filmer, de me mettre sur internet, donc mes proches l'ont su très très tard. Je pense même qu'ils l'ont su que quand ils n'avaient plus le choix, en fait, ouais. Ils étaient obligés de le savoir. Mais je le cachais un peu à mes proches et aux personnes qui m'entouraient parce que, je sais pas, difficile de se voir déjà dans un écran. Alors imposer ça à son entourage, c'est encore autre chose. Après, pour les retours négatifs, ouais. Franchement, je pense que j'ai un caractère assez pourri, et donc du coup, je me laisse pas trop impacter par ça. Je dis pas que ça me touche pas, parce que c'est sûr que même si il y a 99,9% de commentaires positifs, le petit pourcentage qui va rester, on va quand même le lire, et souvent c'est ce qui va rester. Donc ça peut nous impacter, mais franchement je pense que j'ai un caractère je suis trop rentre dedans en fait pour me laisser piétiner, ouais. Donc pour le moment ça va. Je touche du bois, mais il n'y a pas de bois. Je touche de la terre, de la brique. Du coup tu disais, tu t'es lancé sur YouTube, il n'y avait aucun objectif derrière, il n'y avait pas une volonté vraiment de faire du YouTube. Maintenant, tu as quand même plus de 45 000 abonnés. Quand on se rapproche petit à petit des 50 000, c'est quand même une belle victoire quand même, celle-là, que 45 000 personnes apprécient ton travail, te suivent, prennent de tes nouvelles. Je veux dire, c'est quand même chouette que tu aies fait cette communauté-là. Ouais, alors oui, c'est ça. C'est qu'au début, je pensais vraiment pas à ça. Maintenant, j'ai même arrêté de faire mon activité de libraire à côté pour me consacrer exclusivement à Booktube. Et c'est sûr, c'est un truc de fou en fait. Ouais. Parce que les livres, c'est pas non plus le truc que tout le monde... que tout le monde ne lit pas, et c'est pas le truc que tout le monde va rechercher. Donc avoir 45 000 personnes qui suivent ce que je leur raconte autour d'un objet qui n'est pas forcément celui qu'on préfère, c'est assez impressionnant, ouais. Mais c'est très gratifiant aussi parce que... Et du coup, petit à petit, ces 45 000 personnes, potentiellement c'est des gens que tu peux croiser dans la rue. La notoriété, il n'y a pas eu trop de soucis avec, ça te pose pas trop de soucis aussi de devenir petit à petit une icône un peu publique que les gens peuvent interpeller, reconnaître, solliciter? Franchement non. Ouais. Au début c'était bizarre, parce que c'est vrai que les gens ils nous parlaient comme ça, eux ils nous connaissent en fait, ils connaissent ce qu'on leur montre. Bon, moi il se trouve que je suis pareil dans la vraie vie, il y a juste, ouais. Des choses que je vais pas dire c'est sûr, mais donc les gens te parlent comme s'ils te connaissaient depuis des années, mais souvent ils pensent pas à se présenter en face, tu vois. Donc rien que ça, des fois t'es là, et donc toi tu t'appelles, tu vois, et c'est un peu gênant, mais non ça me gêne pas. Puis après franchement je suis pas comme les gros youtubeurs, moi je suis tranquille. Sauf quand je vais dans les salons du livre, où là, oui, il y a peut-être plus de chances qu'on se fasse interpeller. On est relativement tranquille, et même s'il y a des gens qui viennent nous parler, il y a toujours, ouais. Des conversations abouties, on parle de bouquins, puis il y a des liens qui se créent aussi, tu vois. Il y a des abonnés, je les connais maintenant. Je le disais tout à l'heure en te présentant, on catégorise un peu ceux qui font des chroniques littéraires sur YouTube, on appelle ça Booktube maintenant. J'ai presque un peu l'impression que c'est presque deux mondes distincts en fait. Il y a presque une porte d'entrée, et Booktube c'est vraiment quelque chose d'à part que vous avez réussi à créer, une sorte de sphère vraiment où pas tout le monde se connaît, mais quand même quelque chose en commun que les gens partagent,
on connaît les personnes, on commence à se connaître entre les booktubeurs un peu influents, donc il y a quand même quelque chose qui s'est créé quoi, sur cette sphère-là. En fait, c'est sur toutes les sphères que ça s'est créé. Et même, moi, je suis un peu, pas déçue, mais disons que le fait que ça nous mette à part ce terme qu'on utilise, je trouve pas ça top, parce qu'au final, on est comme tout le monde, on est... Est-ce que je peux dire vidéaste? Ils aiment bien dire vidéaste. Enfin, on est des personnes qui parlent sur Internet de nos sujets préférés. Et même enfin, les vidéastes humoristiques se connaissent entre eux, les vidéastes qui font du gaming se connaissent entre eux. Enfin, ça a toujours été comme ça, sauf qu'eux, ils n'ont pas un terme pour se nommer, tu vois. Et c'est vrai que nous, ça nous met un peu à part, donc c'est bien comme c'est pas bien, parce que par exemple ce week-end, donc j'étais au Royaume du Web, et c'est vrai qu'il y a des parents qui venaient nous voir et qui nous disaient « Ah, vous êtes un petit peu les intellectuels de YouTube ». Et moi, ça me gêne, tu vois. Ça me gêne parce que ça nous met une image genre... nous, parce qu'on parle de livres, on est plus intelligent que les autres, ce qui n'est pas forcément vrai. Moi, je me sens pas du tout plus intelligente et plus légitime que les autres. Et surtout, le travail que les autres youtubeurs font est aussi conséquent que le nôtre, voire même plus conséquent que le nôtre, parce que finalement, nous, on travaille moins qu'eux sur notre contenu, je trouve. Et je trouve ça dommage de nous distinguer et d'essayer de nous faire croire qu'on est plus intelligent qu'eux, alors que finalement, eux, c'est vraiment des personnes qui gèrent tout, quoi. Moi, je les admire complètement pour leur taf. Et je trouve ça dommage. Et justement, sur Booktube, on fait des chroniques littéraires, enfin, on présente des livres. À partir de quel moment, j'imagine que ça intéresse quand même des éditeurs, des auteurs, on présente des livres. Est-ce qu'à chaque fois qu'on présente un livre, on est dans du placement de produit ou pas forcément? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, actuellement, je pense que je suis la seule à en vivre complètement. Et on doit être 2-3 à pouvoir en sortir un salaire, mais encore, c'est même pas sûr. Mais franchement, y a une espèce de... Enfin, c'est tout un fonctionnement, mais tous les livres que je chronique, donc les updates lecture, les trucs que je vais présenter dans les updates lecture, c'est pas des placements de produits du tout. C'est des livres que j'ai achetés. En grande partie, je pense que 98% de ces bouquins-là, c'est des livres que j'ai achetés. Après, on nous propose de recevoir des services presse. Donc, les maisons d'édition nous ont contactés pour qu'on puisse lire les dernières parutions. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je sais que je préfère recevoir les catalogues et je sélectionne que les livres que j'ai vraiment, vraiment envie de lire. Après, quand c'est un livre qui est sponsorisé, c'est pas une vidéo où je vais donner mon avis sur le livre. C'est une vidéo où je vais faire de la création de contenu pour permettre une promotion face à une nouvelle parution. Donc ça peut être une interview d'auteur, un challenge, mais de toute façon, ma communauté je suis complètement transparente avec eux, ils savent quand je suis rémunérée. Et donc non, c'est pas du placement de produit. À chaque fois qu'on voit un livre, à chaque fois qu'on voit un truc, de toute façon on le dit quand c'est du placement. Puis de toute manière, à chaque fois tu donnes ton avis, parce que c'est ce que je me dis, à la limite, des fois, même quand on peut être journaliste, des fois on peut être invité par différentes entreprises, par des éditeurs, des choses comme ça, on peut nous offrir un livre, des choses comme ça. Après, est-ce que c'est pas compliqué, alors qu'on reçoit, qu'on nous offre des choses, d'être critique après, par exemple, on nous offre, je sais pas, un livre, et après on démonte le bouquin en disant que c'est de la merde, c'est un peu compliqué, je veux dire, l'équilibre à trouver entre, on nous fait des faveurs parce qu'on est influent, on peut toucher les gens. C'est pas une faveur. Déjà, il faut commencer par là, c'est que c'est pas une faveur. Moi, je viens du monde du livre, donc je sais comment ça se passe. Les services presse, c'est un truc que tous les journalistes reçoivent, enfin moi, en tant que libraire, j'en recevais aussi. Un service presse, c'est pas une faveur. C'est une économie, le livre, même si on veut pas le dire. C'est une économie, et quand on reçoit un service presse, c'est qu'on est susceptible d'amener d'autres personnes à le lire. Donc on est là pour faire un travail de visibilité et de commerce. Tu vois. Donc déjà, il faut voir ça comme ça. Moi, quand on m'envoie un service presse, c'est pas moi qui suis gagnante. Je pense pas que ce soit moi qui suis gagnante. En tout cas, maintenant, à mon échelle, c'est plus moi qui le suis. C'est plus les maisons d'édition. C'est pour ça qu'ils cherchent à nous contacter. Donc si tu pars du principe que parce qu'on te fait une faveur, tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses, ça sert à rien. Moi, les services presse, c'est comme si je m'achetais mes livres. Puis de toute façon, ça se voit. Les gens le savent tout de suite. Rien qu'à ma gueule, on peut savoir si j'aime ou si j'aime pas. Et c'est pas parce qu'on m'offre un livre que je vais dire que je l'aime. Tu vois. Après, ça dépend. Là, encore une fois, j'ai beaucoup de caractère. C'est ce qui fait que je ne vais pas hésiter à dire ce que je pense. Alors bien sûr, on n'est pas là pour descendre les livres non plus. Moi, je ne suis pas sur Internet pour faire des critiques de livres. Tu vois, quand les gens nous disent « Ouais, les booktubeurs, c'est des critiques littéraires », je ne suis pas d'accord. Je ne me sens pas le critique. À la rigueur, je me sens libraire 2.0, parce que mon taf à moi, c'est... Enfin, mon taf. Mon but, c'est de donner envie de lire à des gens qui ne lisent pas forcément, ou à des gens qui lisent déjà et de leur donner envie de lire encore plus. Je ne suis pas là pour te dire « Toi, il faut que tu lises ça, il ne faut pas que tu lises ça ». C'est juste leur donner des idées pour essayer de leur débloquer un déclic littéraire, comme on a pu me le faire quand j'étais au lycée. Mais je suis vraiment pas là pour le descendre. Et donc du coup, on fait le taf dans le sens où je vais dire que j'ai aimé, pourquoi j'ai aimé, ou alors je vais dire que j'ai pas aimé, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé.
Mais je vais toujours trouver des points positifs et des points négatifs, parce que dans mes points négatifs, certaines personnes qui connaissent mes goûts maintenant vont trouver des points positifs et inversement, tu vois. Et justement, enfin, t'en parlais que les éditeurs de plus en plus sollicitent les youtubeurs, ceux qui font des chroniques littéraires, parce que je vais arrêter de dire booktubeur du coup pour pas t'énerver. Non, ça m'énerve pas du tout, hein. Je suis booktubeuse. Mais c'est quoi l'intérêt du coup pour les maisons d'édition, les éditeurs, les auteurs, de vous solliciter de plus en plus? C'est de gagner en visibilité? Je pense que c'est de gagner en visibilité, oui. Et puis après, c'est du bouche à oreille. Ouais. Tu sais, maintenant, moi je le vois quand j'étais quand j'étais libraire, j'avais beau des fois faire des discours de 10 minutes pour essayer de vendre un de mes coups de cœur. Des fois, ça ne marchait pas, tu vois. Et il suffisait juste que je me pointe et juste qu'avec ma gestuelle et ma personnalité, je leur dise mais ça, c'est du gros kiff. Les gens, ils partaient direct avec. Ce qui marche maintenant, je suis pas sûre que les médias traditionnels marchent tant que ce qu'on croit qu'il marche, tu vois. Enfin, je suis pas sûre qu'il y a un réel impact, à part la grande librairie, où tu sais que si tu passes à la grande librairie, le lendemain, t'en vends des milliers et des milliers, tu vois. Où on n'est pas couché, il y a quelques médias qui marchent très très bien, mais genre les papiers, le monde, tout ça, je sais pas, je peux pas te dire, mais j'ai l'impression que ce qui marche bien, c'est aussi le fait c'est la prescription par les pairs, tu vois. Genre moi je vais lire un livre, je vais pas lire un livre parce qu'il a été présenté à la télé ou parce que j'ai lu une critique sur Télérama. Je vais lire un livre parce que ma meilleure amie m'a dit que c'était génial, ou que une connaissance m'a dit que c'était génial, parce que le libraire m'a dit que c'était trop top, tu vois. Donc ça, vous incarnez un peu cette figure de meilleure amie, de conseil un peu, de grande sœur ou de grand frère qui peut conseiller un livre en fait. Plus que d'être un peu une figure un peu figée d'un journaliste qui est très pro, vous êtes au-delà de ses limites professionnelles, vous êtes presque dans une sorte d'amitié, en mode je te conseille ça, c'est plutôt sympa. Je sais pas si c'est une sorte. Oui, c'est de l'amitié. Enfin, on les connaît pas, tu vois. Mais moi, quand je m'exprime devant la caméra, j'essaye d'imaginer mes proches, tu vois, ou des personnes à qui j'ai envie de conseiller ce livre pour avoir vraiment ma personnalité qui revient sur le dessus. On n'est pas là pour être figé. Mais je pense qu'on essaye en tout cas de. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye de parler aux personnes qui étaient comme moi il y a quelques années, tu vois. Enfin, vraiment, quand je te dis que j'ai commencé à lire très très tard. Avant mes 16 ans, tu me proposais un livre, limite je te balançais à la gueule. Enfin vraiment, pour moi l'école m'avait donné une image très mauvaise du livre, et avant que je tombe sur une enseignante qui m'a communiqué sa passion, c'était compliqué. Et du coup je me dis, s'il y a d'autres personnes comme moi, ces personnes-là, il faut leur montrer que c'est pas qu'une contrainte, que c'est quelque chose qui peut être complètement distrayant, au même titre qu'une série ou qu'un bon film ou qu'un bon jeu vidéo, tu vois. Et donc j'essaye d'être moi-même pour leur dire, mais le livre c'est pas has-been. Tu vois, n'importe qui peut lire en fait. Et t'as pas peur que cette mode un peu booktube passe, comme on peut déjà craindre que YouTube à un moment l'effet de mode retombe un peu, parce que t'as pas peur aussi qu'au bout d'un moment ça s'essouffle un petit peu aussi le succès que les booktubeurs peuvent avoir? Franchement, non. Enfin, parce que même si ça s'essouffle, moi je m'en fiche. Moi je continuerai toujours, tu vois. Enfin, même si c'est pas au travers de YouTube, ce sera au travers, je retournerai en librairie. Enfin, tu vois, il y aura toujours des moyens de transmettre sa passion, parce que de toute façon, c'est de la transmission, c'est du partage. Donc non, ça me fait pas flipper plus que ça. Limite, vraiment, je m'en fiche. Enfin, même si demain tout s'arrête, même si demain je me retrouve avec 10 abonnés, je continuerai, parce que de toute façon, ça me fait kiffer. Donc, Ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu étais une des rares booktubeuses à pouvoir vivre de ça. Ce qui est quand même intéressant, c'est que tu n'as que, entre guillemets, 45 000 abonnés. Et il y a des youtubeurs qui ont 100 000, 200 000 abonnés qui galèrent totalement à gagner leur vie. Toi, comment tu as réussi à t'organiser en fait pour faire de cette passion-là quelque chose de viable pour toi d'un point de vue économique? Parce que j'imagine que c'est pas que YouTube qui te rémunère, tu vas essayer de chercher ailleurs, tu as essayé de te diversifier là-dedans. Comment tu t'y es pris? Comment ça se passe en fait? Alors ça c'est une bonne question, parce que les gens ils pensent que quand tu dis que tu vis de YouTube, c'est parce que tu vis de tes vidéos, tu vois, ils ont tellement l'habitude de penser qu'on gagne des milliers et des cents. Mais en fait, moi je vis pas de booktube. Genre ma chaîne, elle me rapporte, je sais pas, 100 € par mois, quoi, tu vois, c'est de l'argent de poche. Après, il y a des liens affiliés sous mes vidéos, donc les gens peuvent acheter, mais là encore, ça va pas non plus me rémunérer 150 €. Puis j'essaye de les pousser à aller en librairie aussi, tu vois. J'ai rien contre Amazon, j'ai rien contre les librairies en ligne, mais je trouve que vraiment le contact avec les livres direct, c'est quelque chose. Et moi, en tant que libraire, tu vois, j'ai envie que les gens aillent dans les librairies. Mais ce qui va me permettre de vivre, moi, c'est que du coup, je fais plus dans l'événementiel autour du livre. Donc, je vais faire des interviews d'auteurs dans des salons du livre. Je vais faire des interventions dans des médiathèques, dans des bibliothèques, avec des masterclass pour apprendre aux gens à faire du booktube. Donc, que ce soit avec des élèves, ou alors avec des enseignants, ou alors avec des professionnels du livre, donc des documentalistes, ce genre de choses.
Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais faire, comme je te disais tout à l'heure, de la prestation de service pour les maisons d'édition, mais ça c'est très rare, mais ça commence à arriver. Donc pour faire de la création de contenu, pour leur permettre une meilleure visibilité en faisant, je sais pas moi, des interviews d'auteurs sur ma chaîne ou des challenges, ou alors il y a aussi des couvertures d'événements. Des fois, on est invité à aller dans des événements et à utiliser nos réseaux sociaux pour essayer de... Parce que c'est un truc qui est difficile, c'est qu'on est pile dans une étape de vie, nous, tu vois, genre... moi, du coup, je suis un peu plus âgée que les autres, mais... que les autres, non, pas vraiment, mais à 25 ans, je pense que c'est à 25 ans qu'on recommence à lire. Ouais. On a toute une période où quand on est tout petit, tout le monde lit. Et puis après, quand on arrive au collège, quand on arrive au lycée, on a trop de trucs à faire, il y a trop de distractions, il y a les jeux vidéo qui arrivent, les amourettes, ce genre de choses. Donc du coup, on arrête de lire, et après on reprend. Et en fait, l'intérêt de ce qu'on fait nous, c'est que on n'est ni trop vieux, ni trop jeune, et donc moi je m'adresse à un public qui va entre 17 et 35 ans en majorité, en sachant que je touche aussi du 12-18 et au-delà de 35, tu vois. Ouais. Mais c'est assez riche. Et donc, je pense que le fait qu'on se déplace dans des salons du livre et qu'on essaye de faire venir les gens, ça peut être intéressant pour les médiathèques, tout simplement, qui ont du mal à faire venir les jeunes. On voit les jeunes dans les médiathèques souvent que pendant les périodes de révision, ce genre de choses. Et ils essaient vraiment d'avoir un petit peu plus d'impact là-dessus, et là on peut être utile, je pense. Et tu as réussi du coup à trouver un équilibre entre YouTube et tout cet univers à côté que tu as réussi à cultiver. C'est aussi extrêmement enrichissant pour toi d'avoir pas que YouTube, d'avoir aussi toutes ces rencontres, d'avoir ces déplacements, des choses comme ça? Ah bah complètement. Enfin franchement, je vais pas mentir, je sais pas comment c'est pour les autres youtubeurs, c'est aussi pour ça peut-être qu'ils sont tous, qu'on est en réseau souvent, tu vois, qu'on est amis les uns les autres. T'es prêt? Non. Eh ben, y a pas de choix. Prends ton bouquin. Dépêchons. D'accord. Quel livre nous présentes-tu aujourd'hui? Bernard Werber. Oh putain, Bernard Werber. YouTube, en fait, on se rend pas compte, mais c'est une activité vachement solitaire. Ouais. Tu vois, genre, moi je suis toute seule chez moi quand je fais mes vidéos. Donc, j'imagine les vidéos, quand je lis, je suis toute seule. Quand je les monte, je suis toute seule. Quand je les partage, je suis toute seule. Et les seuls moments où on est en contact avec les gens, c'est pendant les salons du livre ou la médiation comme ça. Et même, c'est super enrichissant parce que tu fais jamais la même chose. Tu rencontres toujours des nouvelles personnes, et puis il y a encore une fois ce truc de transmission, tu vois. Donc que ce soit pour les livres ou pour tout ce qui est audiovisuel, moi j'adore apprendre aux gens à faire des trucs. J'ai fait des études d'ailleurs qui devaient normalement m'amener à être prof, tu vois, mais je me sentais pas d'être prof parce que je voulais pas que ça, tu vois. Et donc oui, c'est super enrichissant, tu t'ennuies jamais. Et justement dans ce travail de médiation que tu fais en parallèle de YouTube, et même dans YouTube, il y a des limites que tu te fixes, non seulement, je sais pas, en termes potentiels de partenariat, mais aussi de choses auxquelles tu vas pas parler, des catégories littéraires que tu vas pas aborder, ou des choses comme ça, où tu n'as pas vraiment de limites et ouvert à tout. Alors moi, ma seule limite d'ailleurs, c'est que je fais ça pour le plaisir. Donc dès le moment où ça me saoule, je le fais pas. Tu vois, donc par exemple, je roule pas sur l'or. Hein. Il y a des mois, c'est plus difficile que d'autres. Je pense que je gagne un tout petit peu plus que ce que je gagnais en librairie, mais c'est pas non plus... mais pour ce que je fais, c'est génial, tu vois, et parce que je m'éclate. Mais par contre, c'est pas parce que j'en vis que je vais accepter tout ce qu'on me propose. Ouais. On me propose de faire de la création de contenu pour des livres, et il m'est arrivé de dire non. Parce que même si le mois est difficile, que j'ai pas beaucoup d'argent et tout ça, ça reste un plaisir et j'ai pas envie de me forcer à lire un livre qui est pas susceptible de me plaire. Donc là aussi, tu vois, on fait un gros travail de sélection. Quand on me propose un livre, je vais lire la 4e de couverture, ou alors je vais demander à la personne qui me le propose de me le vendre comme un libraire pour voir si c'est susceptible de me plaire ou pas. Si c'est un truc qui me saoule, je le fais pas. Ouais. Là, ma limite, elle est là. Ma limite, elle est, faut que ça reste du plaisir. Et justement, en parlant de plaisir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait 3-4 semaines que tu as du mal à alimenter ta chaîne YouTube, parce que voilà, tu es souvent sur les routes, tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup d'événements, des choses comme ça. Voilà, tu es vraiment débordé. Comment tu arrives à gérer tout ça, cette masse d'événements, cette masse de travail qui peut arriver souvent par vague, j'imagine, d'un coup en fait? Comment ça se passe? Je pense que mes abonnés s'en rendent compte en fait. Rien que sur les réseaux sociaux, je suis moins active, ou genre j'ai le visage fatigué, j'ai la voix complètement cassée. Tu vois, il y a vraiment des jours où c'est pas facile forcément. Là, je pense que je suis en train d'arriver à ma limite. Ouais. Donc, je vais faire comme tout le monde en fait, pour pas faire le burn-out, parce que c'est possible de faire un burn-out complet. Quand on est sur YouTube, c'est complètement possible. Je vais essayer de me reposer, tu vois. C'est difficile parce que c'est un truc que t'aimes. Donc, tu comptes pas. Moi, je me couche à 4h30 du matin.
Là, jusqu'à 4h30 du matin, cette nuit, j'étais en train de me dire « Ah, demain, il faudrait que je fasse ça », et puis j'imaginais la vidéo dans ma tête, et puis j'ai pris des notes, et puis après je suis allée voir mes anciennes vidéos en me disant « Ah là, j'aurais pu changer ça, Enfin, tu vois, tu es toujours en train de chercher à donner. Donc, tu peux fatiguer, mais on est bien soutenu, enfin, je suis bien soutenue, tu vois. C'est quand même super gratifiant et encourageant d'avoir quand même autant d'opportunités, des gens qui viennent te voir, qui te reconnaissent, des médiathèques, des bibliothèques qui apprécient ton travail. C'est quand même gratifiant pour toi, pour le travail qu'on a fourni depuis quelques années, quoi. Ah oui, complètement. Enfin, franchement, c'est très gratifiant parce que, je sais pas, je saurais pas te dire, mais c'est un peu comme quand tu travailles pendant des mois et des mois pour un examen, et que pendant des mois, t'as pas de résultat. Et qu'à la fin, tu as quelqu'un qui vient te dire « c'est bien, tu as bien travaillé », tu vois. Moi, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu le « on vous fait confiance, on aimerait travailler avec vous », c'est le commentaire que tu vas recevoir sous ta vidéo quand tu la publies. Tu vois, et c'est pour ça que moi, par exemple, je continue à faire des... Là, par exemple, je suis en manque total, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas publié, et donc ça fait 3 semaines que j'ai pas de commentaires. Et du coup, j'ai pas de retour. Donc heureusement, j'ai mes autres réseaux, j'ai Instagram, j'ai Twitter, où je continue à parler avec les gens. Mais je suis une accro du commentaire, ça devient, mais c'est complètement addictif. Enfin, c'est ma drogue. Tu vois, les retours des gens qui te disent ah, ça j'ai aimé, ça j'ai pas trop aimé, ça je l'ai lu et finalement j'ai pas pensé la même chose que toi. Il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est pareil quand tu travailles avec des professionnels du livre. C'est ce côté, c'est bien, t'as bien travaillé. Et tu disais que tu dis que tu es très critique envers toi-même pour toujours t'améliorer. Il y a des choses que maintenant, avec du recul, tu estimes avoir fait des erreurs, tu as des regrets ou pas spécialement depuis que tu as commencé cette aventure sur YouTube? Alors, j'ai pas de regrets dans le sens où je pense qu'on ne peut pas être au top tout le temps, que de toute façon, on ne peut que évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où... de toute façon, moi, je ne vais pas mentir, quand je poste une vidéo, je ne suis jamais satisfaite de la vidéo que je poste. Tu vois. Mais je la poste parce que sinon, je ne le ferai jamais. Je suis trop perfectionniste. Et c'est problématique, ça peut être très problématique. Mais voilà, je suis perfectionniste, donc du coup la vidéo je la poste, je regarde les commentaires, mais une semaine après je peux plus la regarder cette vidéo parce qu'elle me rebute, tu vois. Déjà je supporte pas de me regarder. Ça c'est un truc, il y a une maman qui est venue me voir dimanche et qui me dit oui vous voyez moi les youtubeurs j'aime pas trop, je les trouve très narcissiques. C'est un truc très très narcissique d'être youtubeur. Alors bien sûr on s'expose, bien sûr on se regarde, du coup on est obligé parce qu'il faut faire le montage, mais c'est pas parce qu'on fait YouTube qu'on est narcissique. Moi, je supporte pas de me regarder, tu vois. Il y a des fois, c'est difficile aussi de faire le montage, parce que tu te trouves trop grosse, tu te trouves moche, t'as pas envie, t'as des jours où t'es pas bien. Je supporte pas ma voix, déjà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye de toujours faire un truc très court. Enfin, je supporte pas ma voix et je me dis, putain, mais si moi je me supporte pas, comment les gens vont me supporter, tu vois. Et donc non, c'est pas narcissique, mais t'es obligé de faire avec. Donc même si t'aimes pas, t'es obligé, quoi. Sinon tu fais rien. Tu disais que tu faisais de la médiation donc dans bibliothèque, médiathèque, des choses comme ça. Tu disais que l'intérêt, notamment pour eux, c'est de faire venir des jeunes dans les bibliothèques et c'est super important maintenant. En dehors de l'aspect financier pour toi, il y a quoi aussi l'intérêt pour toi d'aller toucher ce public, d'aller dans des médiathèques, dans des bibliothèques et pas de cantonner à YouTube, à des salons, à des conventions par exemple? Je trouve que c'est important parce que en fait on travaille tous main dans la main, tu vois, autour du livre. Tout le monde dit que les jeunes ne lisent pas, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les jeunes ont toujours lu, il y a toujours eu des distractions pour les faire partir, mais les médiathèques et le travail qu'ils font dans les bibliothèques, mais même pas que, tu vois, des fois je travaille dans des écoles. C'est super important parce que le livre, c'est quelque chose qu'on cantonne au format papier, on cantonne au format papier, et on pense que si on sort de ces sentiers, on coule le livre, et c'est complètement faux. Tu vois, Booktube le prouve, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a possibilité de faire de belles choses pour promouvoir la littérature. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment maintenant? Ils aiment les choses qui vont vite, ils aiment les vidéos. Et donc c'est un format qui leur parle. Et apprendre aux médiathèques ou aux enseignants à faire des capsules vidéo, c'est leur apprendre à retransmettre la passion du livre en utilisant des moyens qui parlent le plus aux jeunes. Tu vois, utiliser le format vidéo. De toute façon, je vais te dire, tu vas dans une école, tu demandes à des élèves de faire une fiche lecture ou de faire une vidéo, en règle générale, ils préfèrent la vidéo. Alors que c'est ce qui prend le plus de temps. Mais la fiche lecture, tu vois, c'est contraignant. Alors que la vidéo, même s'ils vont mettre 10 heures à la faire, ça fait jouer leur créativité et du coup, ils ont l'impression... Enfin, c'est un format qui leur parle, donc ils sont plus motivés. Et aller en médiathèque, c'est transmettre ça, tu vois, leur dire, il y a d'autres moyens de les faire venir. Et tu peux
En plus, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais en plus de médiathèque, bibliothèque, pourquoi pas aller directement dans l'école, dans le collège, dans le lycée? On l'a déjà fait, ouais. Ah, tu l'as déjà Ouais, fait, j'ai et déjà fait. c'est quelque chose aussi d'intéressant Ah oui. aussi d'avoir vraiment plongé voilà, les CDI, les choses comme ça. Je veux dire, maintenant, ça fait partie de leur bagage aussi, quoi, la littérature. Oui, c'est complètement. Puis ça marche. Enfin, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Au début, tu vois, ils sont là, parce que forcément, c'est un truc obligatoire, c'est les cours. Donc, tu les vois, ils n'ont pas trop envie de t'écouter. Moi, j'ai la chance, j'ai la tête d'une gamine, enfin, on dirait une gamine en fait. Donc, du coup, ils se disent, bon, bah, elle est pas trop chiante, tu vois, ou enfin, je sais pas ce qu'ils se disent. Mais de toute façon, dès que tu leur parles de YouTube, tout de suite, tu sais, t'as la petite étincelle. Et moi, j'en joue vachement. Enfin, j'ai la chance de connaître plein de youtubeurs. Enfin, de connaître plein de youtubeurs. J'ai des amis qui sont sur YouTube et qui sont plutôt bien connus, tu vois. Alors, autant je vais pas les utiliser sur ma chaîne parce que je suis pas là pour ça, je m'en fiche. Autant dans ce genre de trucs, dans les bibliothèques, les médiathèques et les écoles, bah, je leur dis, ouais, bah tu vois, ça par exemple, moi je fais comme ça, mais Poisson Fécond, pas comme ça lui, tu vois. Et genre, ils sont là, ah, mais tu connais Poisson Fécond? Je fais, ouais, et d'ailleurs, lui aussi il lit, enfin, tu vois. Puis c'est un truc qui leur parle. Comme tu le dis, on voit quand même que les jeunes sont quand même passionnés par YouTube. Je veux dire, maintenant, c'est vraiment partie de leur quotidien. Il n'y a pas quand même une trop grosse part de fantasme. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui disent je veux être youtubeur. Maintenant, on a l'impression que c'est un métier et que maintenant, sur tes fiches de renseignement en début d'année, tu peux mettre métier rêvé. Tu ne mets pas libraire, journaliste, tu mets youtubeur. Il n'y a pas quand même quelque chose à. Il faut peut-être aussi remettre les choses à plat. Il y en a très peu qui en vivent. Oui. Bah, justement, ça, c'est aussi une part. C'est un truc dont on parle beaucoup, tu vois, on parle de tout, on parle de livres, mais moi j'ai toujours un moment où je vais leur expliquer que YouTube, c'est pas facile d'en vivre. Moi j'ai vraiment de la chance d'ailleurs, mais vraiment, enfin, pour en avoir parlé avec des gros youtubeurs qui sont d'ailleurs choqués de voir qu'on arrive à en vivre, parce que voilà, on est une toute petite communauté, tout le monde ne peut pas vivre de YouTube. Et les gens qui se sont lancés sur YouTube, je pense qu'à la base ils pensaient même pas en vivre, tu vois, c'est pour ça qu'en général, je leur dis, mais faites des études, les mecs, hein, parce que c'est utopique de penser qu'on peut... Tu disais, donc tu rencontres des jeunes, tu vas dans les bibliothèques, tu as cette partie-là d'échange, et quand même, grâce à YouTube aussi, tu as pu rencontrer, certes, des éditeurs, mais tu as quand même pu rencontrer quand même pas mal d'auteurs, j'imagine, quand on est lectrice, amatrice de lecture, et qu'on a, je sais pas, certaines icônes aussi littéraires, de pouvoir les rencontrer, de leur parler et d'échanger avec eux, c'est quand même quelque chose de super stimulant aussi, quoi. Ah ouais, complètement. C'est un rêve un peu aussi éveillé, quoi. Complètement. Bah en fait, moi je suis pas une fille à hauteur, tu vois. J'ai jamais été fan d'auteur, mais c'est toujours, c'est toujours super comme rencontre de discuter avec le créateur du livre que tu as aimé, de points que tu n'as pas compris, par exemple, tu vois, ces petits trucs comme ça. Moi, j'ai une auteure, par contre, je te dis que je suis pas fan d'auteur, il y en a qu'une que je mets sur un piédestal. Après, il y en a d'autres avec qui je m'entends très bien, tu vois, je suis amie et pareil, je les adore, je les adule, mais alors j'ai une espèce de J.K. Rowling française, tu vois, genre ma Christelle Dabos, c'est genre, c'est mon auteur préféré. Et quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, ça m'a tellement émue que j'étais au bord des larmes, et c'était horrible parce que c'était au Salon du Livre de Paris. En fait, il y avait la queue monstrueuse, ça faisait 2 heures qu'on attendait, et je me suis rendu compte à ce moment-là que oui, on avait un impact parce que les personnes qui étaient dans la queue, il y en avait pas mal qui étaient là parce qu'ils avaient entendu parler du livre sur ma chaîne, tu vois. Donc quand ils m'ont vu m'approcher d'elle et qu'ils ont vu que j'étais émue, en fait il y avait tout le monde qui était là en train de me regarder. J'étais trop mal, tu sais, j'étais là, bon attends, je vais faire semblant de me moucher. Et du coup oui, c'est génial de me dire je peux lui parler, tu vois. Justement, je rebondis sur le Salon de Paris parce que c'était Salon du Livre de Paris, parce que c'était une question que je voulais te poser. On a par exemple Maxime Chatham qui a beaucoup critiqué le Salon du Livre de Paris, qui a dit qu'il ne dirait pas parce qu'il trouvait ça dommage de payer l'entrée, de payer la culture, de payer la littérature. Tu peux comprendre aussi cette critique-là complètement. Parce que lui, il veut vraiment que ce soit gratuit, accessible à tout le monde. Et je veux dire, c'est quand même une belle volonté de sa part aussi, non? Ah, complètement. Mais vraiment. En fait, ça va à l'encontre de tout ce qu'on essaye. Je trouve que c'est couper l'herbe sous le pied déjà aux éditeurs, parce qu'il ne faut pas se voiler à la face. Je pense que le Salon du Livre, c'est quelque chose de très onéreux. Et je pense pas qu'ils gagnent assez pour tu vois, c'est pas rentable, il me semble. Et voilà, ce genre d'événements, c'est des événements justement qui devraient être ouverts à tous, parce que c'est là quelle est la promotion, tu vois. Quand t'as des grands auteurs comme Maxime Chatham qui te dit je veux pas y aller parce que c'est trop cher, c'est qu'il y a un problème. Puis quand tu vois que l'entrée c'est 12 € et que maintenant ça allait, ils ont changé, mais il me semble que l'année dernière c'était un bordel sans nom, on n'avait pas le droit de rentrer avec nos livres pour les faire dédicacer. C'était l'appel à la consommation sans arrêt, tu vois. Et ça coule le livre. Quel livre nous présentes-tu? Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Globalia de Jean-Christophe Ruffin. Tu disais que le Salon du Livre de Paris, ça allait à l'encontre de tout ce que vous essayez de véhiculer en termes de valeurs. Tu disais aussi que tu t'incitais les gens à aller en librairie. Le monde de l'édition, le monde du livre, c'est un monde assez compliqué. Je veux dire, on sent que
voilà, je vais pas dire en crise, mais presque. Je veux dire, on sait que les libraires, enfin, c'est compliqué de bien gagner sa vie. C'est voilà, c'est le SMIC, le livre est en crise, des trucs comme ça. C'est le truc que tu te rends compte aussi toi à ton échelle. Tu veux me faire marcher sur les ronces là? Allez, on y va. Alors oui, Ouais. franchement oui. Bah moi je vais pas te mentir, hein. En tant que libraire, c'est pas qu'on est sous-payé, mais presque. Tu vois. Et puis moi il y a un truc qui m'énerve, c'est que les gens pensent souvent que parce que tu vis de ta passion, t'as pas besoin de vivre. Ouais. Tu vois. Donc rien qu'à l'échelle des libraires, je pense que c'est ceux qui sont... Enfin, pour moi, le libraire, c'est celui qui va transmettre directement avec les lecteurs le livre. Ouais. Donc c'est pas la base, mais disons qu'il a une part importante de tout ça. Voir comment il est payé, enfin, moi ça me révolte un peu. Mais c'est pas tout. Les auteurs aussi. Enfin, tu vois, enfin... Le monde du livre, il n'est pas en train de se casser la gueule, mais il a une économie qui est pas au top, je pense. Et on peut faire mieux. Et je me rappelle plus de la question. Non, mais voilà, si tu te rends compte de cette crise, quoi, que ça, oui, on s'en rend compte. C'est quand même assez compliqué, quoi. C'est compliqué, mais pour tout le monde. Ouais. Et justement, dans ce monde du livre, il y a une nouvelle donne qui est apparue, non seulement Booktube, mais il y a aussi une donne YouTube assez importante, puisqu'il y a de plus en plus de YouTubeurs qui sortent leurs livres. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour moi, c'est une bonne chose. Ouais. C'est une bonne chose. Alors, bien sûr, c'est pas de la grande littérature, et encore, on n'en sait rien en fait. Qu'est-ce que de la grande littérature? Moi, je me bats justement pour montrer qu'il n'y a pas de vraie ou de fausse littérature. Tant que les gens lisent, moi je m'en fiche, qu'ils lisent du magazine, qu'ils lisent SoFoot ou JQ ou n'importe, ou alors du Balzac, je m'en fiche. Je veux juste que les gens prennent plaisir dans leur lecture. Donc, si ça leur plaît de lire un livre de youtubeur, bah écoutez, mais tant mieux. Au moins, ils lisent. Et puis peut-être que ça va les amener à continuer, tu vois. Enfin, donc moi, je m'en fiche. Mais il y a beaucoup de critiques là-dessus parce qu'il y en a qui pensent qu'il y a des vrais livres et des faux livres, tu vois. Et donc, pour eux, les livres de youtubeurs, c'est des faux livres. Et ça prend la place à de vrais auteurs. Ouais. Mais sauf que ce qu'ils ne voient pas, c'est l'aspect économique derrière aussi, tu vois. Le fait que un youtubeur, quand il va sortir un livre, je pense qu'il en vend quelques milliers. Ouais, bah ouais. Tu vois, parce qu'il a une communauté qui est là, qui est fidèle, qui veut le suivre, qui veut l'accompagner et qui veut le soutenir. C'est pour ça que les éditeurs c'est pour ça que les éditeurs sortent des livres de youtubeurs. Enfin, on va pas se voiler la face. Alors, bien sûr, c'est économique tout ça, mais pas que, parce que je pense que le youtubeur, déjà, quand il le fait encore une fois dans l'optique de partager. Et même si y en a qui râlent parce qu'il y a plein de livres de youtubeurs, il faut aussi voir l'aspect économique, encore une fois, où le youtubeur il va en vendre des milliers, et il faut savoir qu'en général, pour un premier livre, enfin, quand les ventes, c'est pas des milliers, enfin, je crois que c'est 1000 à 2000 la moyenne de ventes. Et le fait de vendre des youtubeurs de grosses parutions comme ça, ça permet de récolter de l'argent pour ensuite donner sa chance à un petit auteur, par exemple, tu vois. Donc c'est encore une fois l'économie du livre. Et par exemple, je sais qu'il y a des maisons d'édition qui étaient peut-être à deux doigts de mettre la clé sous la porte et qui ont sorti un livre de youtubeur qui a cartonné, et maintenant, tu vois, ils sortent la tête de l'eau enfin et ils peuvent se permettre d'aller voir d'autres personnes et de prendre des risques. T'as pu en lire, toi, ou ça t'a pas spécialement intéressé? Il n'y a pas vraiment de livres qui t'ont intéressé? Des livres de youtubeurs, ouais. Est-ce que j'en ai lu? J'en ai feuilleté. Ouais. J'ai lu celui de Natou qui m'a fait mourir de rire. Le magazine? Ouais, son magazine, qui était très très drôle. Et elle, par exemple, tu vois, pour faire son livre, elle avait quasiment pas de budget. Tu vois, elle l'a fait entre copines, enfin, à la bonne franquette limite. Ouais. Parce qu'encore une fois, c'était du partage. Mais en attendant, il est génial son truc. Enfin, tu le regardes, tu te marres. J'ai lu aussi celui de Doc Seven, qui lui, pareil, sur la même ligne éditoriale que sa chaîne. J'avais l'impression de l'entendre quand je lisais. Tu vois, qu'il y a du travail quand même. C'est du travail. Ouais. C'est du travail, c'est toujours du travail. Et toi, tu as projet de sortir un livre un jour, mais peut-être que YouTube, ça peut aider aussi en plus. Une fois qu'on est un peu youtubeur, on peut essayer. Enfin, tant mieux, c'est peut-être un avantage presque d'avoir cette notoriété-là pour après sortir un livre. Et pas seulement un livre un peu documentaire ou un livre rigolo, vraiment un roman, quoi, quelque chose qui prend au trip. Enfin, ça, c'est aussi un projet qui peut être aidé par YouTube. Je pense, oui. Enfin, je pense qu'on peut. Ouais. C'est sûr, ça nous ouvre des portes. Moi, c'est pas forcément le projet que j'ai maintenant. Tu vois, en fait, je recherchais pas ça. Et je recherche toujours pas ça, forcément. Mais je vais pas te mentir, si un jour je peux sortir un livre, bien sûr que je le ferai. Enfin, quand t'es lecteur, c'est un peu la consécration ultime que de sortir un livre, tu vois. Donc, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais ça me choquerait pas de voir des booktubeurs sortir des bouquins, tu vois. Ouais. Et justement, pour clore presque bientôt le chapitre Booktube,
T'as l'impression qu'il y a encore de la place, par exemple, dans ce domaine de BookTube, parce qu'on a l'impression que YouTube est de plus en plus surchargé de contenu, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent là-dedans. Est-ce qu'à un moment, on va arriver aussi à saturation dans ce domaine-là où il y a encore de la place? Parce que t'encourages quand même les gens à se lancer. Quand tu vas dans les écoles, choses comme ça, tu leur dis bah faites. Donc ça veut dire qu'ils peuvent tenter leur chance, il y a encore de la place. Hein. Bien sûr. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, il y en a qui te disent que maintenant, tu peux plus faire de trucs originaux parce que tout a été déjà fait. Moi, je pense que c'est de la fainéantise. C'est que tu cherches pas à faire des trucs originaux, tu vois. Et puis il y a de la place pour tout le monde, c'est de l'échange, tu trouveras forcément quelqu'un à qui tu vas parler, même si t'as pas, je sais pas moi, 150 000 abonnés ou plus, c'est pas grave, tant que tu t'éclates. C'est pour ça que je les pousse aussi à se lancer sur BookTube, c'est parce que en faisant ça, ça les incite aussi à lire, tu vois. Ouais. Enfin... Et justement, il y a une bonne ambiance sur BookTube entre les booktubers, des choses comme ça, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition, de rivalité, de crise d'ego, des choses comme ça. Non, pas du tout. Bah, moi, mes meilleurs amis sont sur BookTube, tu vois. Enfin, j'ai trouvé mes meilleurs amis sur ce média et on est inséparables, il n'y aura jamais de compétition entre nous et même avec les autres. On a créé un groupe Facebook, enfin pas nous, mais il y a un groupe Facebook qui a été créé pour aider les booktubeurs dans leur démarche, donc où on est tous réunis et on va se poser des questions, que ce soit questions matérielles ou idées de vidéos. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de papeterie, d'organisation et plus particulièrement de bullet journal. Si vous me suivez sur Instagram et Twitter, vous savez déjà que je suis complètement tombée en amour pour ce système d'organisation que j'applique depuis quelques semaines maintenant. Et du coup, deuxième partie de l'interview, on parle plus de médias, de journalisme. Tu le disais tout à l'heure, les médias traditionnels, ils ont de moins en moins d'impact. Notamment, il y a peut-être la grande librairie, on n'est pas couché quand même, moi je pense aussi à une force de frappe assez hallucinante. Ah oui, c'est fou. Le genre littéraire, il est quand même sous-représenté dans les médias. Tu trouves qu'on ne parle pas assez de littérature ou finalement ça peut aller? Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bon, après, c'est ma passion, tu vois, moi les livres, donc je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. Mais on en parle quand même. Après, il y a des genres qui ne sont pas du tout représentés sur les médias traditionnels. Et c'est là où le booktuber, même le blogueur, hein. Moi quand je dis booktube, je compte les blogs, tout, tu vois, les rédacteurs, Instagram, tout ce qui est autour de l'univers du livre sur internet. J'appelle ça booktube, mais enfin, tu vois, on va dire la blogo. Je pense que la blogo compense un manque qu'on a sur les médias traditionnels. Tu vois, par exemple, la littérature young adulte, on n'en voit jamais. La littérature de l'imaginaire, c'est très mal représenté aussi, on en voit très rarement. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas là pour prendre leur travail, on n'est pas là pour prendre leur place, on est là pour tous marcher main dans la main pour compléter Ça me fait penser, quand tu parles de young adult, moi c'est une remarque que je me suis fait quand on va en librairie, par exemple quand il y a eu la période Twilight, quand il y a eu la mode Twilight, j'avais l'impression d'arriver en librairie dans le secteur ado, il n'y a que ça en fait, il n'y a eu que ça, tous les gens ont pris ce courant littéraire vampire, loup-garou, on a fait que ça, là il y a un courant littéraire YouTube, tout le monde fait ça. C'est triste en fait, dès qu'il y a quelque chose qui marche, en fait finalement on délaisse un peu ce qui pourrait ne pas marcher et on fonce sur ce qui peut être un carton. Donc ça permet de donner sa chance à des auteurs, hein, certes on pu s'inspirer de trucs qui marchaient, mais c'est quand même un peu frustrant aussi de voir que quand ça marche on vient vers toi et si ça marche pas, ça nous intéressera pas, non? En fait ça a toujours été ça. Enfin c'est comme tout, c'est comme pour la musique, tu vois, ou la mode, enfin c'est des modes. Mais ça veut pas dire qu'on délaisse ce qui est à côté, au contraire. Ça tourne, tu vois, tu l'as dit, avant c'était les vampires, maintenant c'est la dystopie, c'est les youtubeurs, ça tourne, donc il y a toujours la place pour tout le monde. Mais même dans la littérature blanche, c'était ça, tu vois, quand tu as des grands auteurs qui sortent un livre, les gens vont acheter le grand auteur parce que c'est un nom qui leur parle. Ça veut pas dire qu'on vend pas les personnes qui sont à côté, et c'est là que le travail des libraires est important aussi, tu vois, de dire, moi j'ai un coup de cœur, tu le connais pas, mais tu vas kiffer. Et justement, en parlant de coup de cœur, tu disais que sur internet, ce qui est important c'est de faire des chroniques et pas des critiques. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias, que ce soit les médias papier et surtout à la télé, on prend le modèle de référence, on n'est pas couché, c'est quand même très critique. Je veux dire, sur les nombreuses saisons d'émissions qu'il y a eu, avec les différents chroniqueurs qu'il y a eu, il y a certains auteurs, ils se sont fait démonter à une heure de grande audience, sachant que c'est quand même une émission phare. Et ton bouquin, ça peut être un coup de projecteur immense si les deux chroniqueurs, là actuellement, notamment Yann Moix, ont apprécié ton bouquin. Et s'ils n'ont pas du tout apprécié, ça peut être un naufrage, quoi. C'est quand même super compliqué. Ça... Pas forcément. Non. Pas forcément, parce que qu'on en parle en bien ou en mal, on en parle. On en parle. Tu vois. Et le bad buzz, ça marche tout aussi bien que le buzz. Ça marche même mieux. Mais après, moi, t'as les deux écoles. T'as les personnes qui trouvent ça bien, t'as ceux qui trouvent ça pas bien. Moi, je t'avoue que défoncer un livre comme ils le font, c'est pas trop mon truc. Enfin, surtout, c'est pas le livre qui défonce, souvent c'est l'auteur, ou le genre qui défend. Voilà, c'est pas trop mon truc, mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas moi qui fais leur émission. Mais dans tous les cas, je pense pas que ce soit desservir
le livre que de le critiquer non plus. Après voilà, moi je suis pas là pour ça, mais par exemple il y a des livres que j'aime pas du tout. Il y a un livre en l'occurrence que j'ai pas du tout aimé, c'est le Girl Online de Zoé Sugg, tu sais, de Zoéla, la youtubeuse en Angleterre. Je l'ai pas du tout aimé ce livre, et ce jour-là j'étais énervée, donc du coup ça s'est ressenti, mais genre j'ai été vraiment méchante dans ma vidéo. En attendant, c'est le livre que j'ai le plus vendu, je pense. Tu vois, parce que t'as la curiosité après de pourquoi dire pourquoi est-ce qu'elle a pas aimé. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de présenter un livre. Après il y a des bonnes ou des mauvaises manières de s'adresser aux gens, tu vois, je pense. Et bah, notamment, On n'est pas couché, il y a eu Natou qui a été invitée pour présenter son livre qu'elle avait sorti. Alors là, c'est autre chose. Mais certes, ça a été plutôt mitigé comme accueil, et surtout, en fait, à chaque fois, on en revient à la perception des médias par rapport à YouTube, en fait. Parce qu'en fait, on n'est pas venu parler de son œuvre, on est parlé de YouTube, on est venu parler d'argent. Ça commence à être, j'ai envie de dire, fatigant de toujours ramener à l'argent à YouTube. Oui, c'est fatigant, mais enfin, pour tout dire, moi je pense que c'est plus de la peur ou de l'incompréhension que de la méchanceté. Les jeunes ne regardent plus la télé. C'est clair. Moi je regarde plus la télé, je regardais pas la télé et maintenant c'est pire. Je vois mes petits cousins, ils ont Netflix, ils sont tranquilles. Ils ont Netflix, ils ont YouTube, ils font que ça. Donc je pense que c'est de l'incompréhension parce que ça a émergé d'un coup. Tu vois. Par exemple, dans On n'est pas couché avec Natou, je pense qu'ils savaient même pas qui elle était avant l'émission. Et elle comptabilisait déjà des millions de vues. Tu vois, et les grandes audiences ont du mal à atteindre ces millions de vues des fois. Et donc du coup je pense que c'était vraiment de la compréhension. Et il y a vraiment c'est pas du mépris. Je pense pas que ce soit du mépris. C'est une peur. C'est vraiment la trouille, tu vois. Genre te dire, t'as une gamine qui est capable de faire plus de visibilité, d'avoir plus de visibilité et d'impact que mon émission, alors que la télé ça a toujours été... c'était le king des médias, tu vois. Et là, ils sont en train d'un peu perdre... Donc je pense que c'est vraiment de la trouille, en fait. Et du coup, tu penses que logiquement, la mode, entre guillemets, YouTube, elle va pas s'essouffler, que ça va continuer à prendre de l'ampleur, ou est-ce qu'à un moment, je sais pas, il y a une sorte de plafond de verre qui fait qu'il y aura tellement de monde, tellement de gens qui vont se lancer là-dessus, qu'à un moment, ça va presque se desservir et que ça va retomber, que finalement, ça va la télé qui va reprendre sa place, ou au final, il va vraiment y avoir une transition qui va devoir s'opérer Je pense que ça va s'équilibrer. On le voit, il y a des chaînes YouTube... Rose Carpet, Golden Moustache, Co, c'est la télé. Tu vois, t'as des youtubeurs qui sont à la télé et t'as des youtubeurs qui sont au ciné. Et inversement, t'as des acteurs qui sont sur YouTube. Enfin, tu vois, c'est... Là encore, c'est de l'échange. Moi, je pense au Laté Show, où il y a Juliette, par exemple, qui est actrice, qui était dans Bref, donc à la télé, tu vois, qui avait un format, bien sûr, un peu YouTube. Bon, bref, c'était un peu en format YouTube, mais elle a une chaîne YouTube, ça l'empêche pas d'aller faire... je ne sais pas si elle fait du théâtre, mais ça ne l'empêchera pas d'aller faire du théâtre, ça l'empêchera pas... Enfin, moi je trouve ça dommage de foutre les gens dans des cases, tu vois. C'est comme je te disais pour Booktube, on est booktubeuse donc on fait que du Booktube. Non, moi je suis pas d'accord. Si tu as envie de faire autre chose, bah tu fais autre chose. Moi si j'ai envie de faire des covers, je fais des covers. T'as envie de faire autre chose toi ou pas spécialement pour l'instant? Tu es très bien dans Booktube et de parler de livres ou tu aurais envie de parler d'autre chose? Moi j'ai déjà créé une autre chaîne, tu vois. Oui. Donc non, moi en fait, je ne suis pas que des livres. Donc si un jour j'ai envie de parler de Thierry, je vais parler de Thierry. Tu vois, si j'ai envie de faire du chant, je vais chanter. Enfin, vraiment pas de prise de tête. En fait, YouTube, tu fais ce que tu veux, t'as personne pour te dire quoi faire. Donc, mais voilà, pour la télé, c'est pareil. Et justement, quand on ne doit pas s'enfermer dans des box, toi tu pourrais, je sais pas, bosser à la télé, écrire une chronique pour un journal ou faire une chronique à la radio ou pas. T'en as déjà eu l'opportunité, je sais pas, ou t'aurais envie d'avoir cette opportunité ou pas forcément? Ça s'est jamais présenté pour le moment, mais ça me dérangerait pas, mais je cours pas après. C'est pas un objectif quoi. Voilà, en fait, si tu veux, moi je prends ce qu'il y a à apprendre parce que tout ça c'est de l'expérience. Ça, c'est des trucs. Enfin, t'as une porte qui s'ouvre, tu vas pas la claquer. Si c'est un truc qui te fait plaisir, tu vas pas la claquer par souci d'éthique. Donc si un jour ça se présente et que ça me parle, oui, pourquoi pas. Après, si c'est un truc qui me plaît pas, je le ferai pas. Et justement, si tu crois au livre papier, tu crois encore au journal papier ou tu vas être comme certaines personnes qui disent le papier va mourir, on va faire que du journal sur internet maintenant, que c'est les sites internet qui vont prendre le relais, ou tu penses qu'il y aura encore des gens pour lire dans 50 ans encore un journal papier, le feuilleter? Il y aura encore des gens pour lire du papier. Regarde, il y a 10 ans, les gens disaient, quand les liseuses électroniques sont sorties, mais c'était l'hécatombe. C'était vraiment le cataclysme. Genre, putain, les livres, ça y est, c'est foutu, déjà qu'on avait du mal. Alors qu'au final, ça n'a pas changé grand-chose. Ça a relancé le livre papier, les liseuses électroniques. Parce que les gens, on est attirés par tout ce qui est électronique,
parce que voilà, c'est de notre époque, tu vois. Moi, la première, je me suis acheté une liseuse électronique parce que c'était un gadget, tu vois. En attendant, même si j'ai ma liseuse électronique, je vais toujours aller acheter mes livres en papier. Ouais. Et les personnes qui ne lisaient pas du tout et qui ont voulu tester la liseuse, ils sont ensuite souvent, la plupart sont passés au livre papier. Je pense que tout ça c'est complémentaire. Tu vois, faut pas voir le mal partout. C'est pas parce qu'il y a un nouveau truc qui arrive qui va couler les autres, les trucs qu'il y avait avant. Et justement, en parlant de journaux, de radio, de télé, toi tu as l'air, c'est ce que tu disais, tu regardes plus la télé. Tu t'informes quand même, tu es très présente sur Twitter, donc j'imagine que tu t'informes peut-être aussi sur Twitter. Enfin, tu t'informes comment et il y a quel sujet plutôt qui t'interpelle à la télé, tu veux dire pas forcément à la télé, mais toi vraiment quand tu cherches à t'informer sur ce qui se passe dans le monde, en France, des choses comme ça, t'as le réflexe journal, t'as le réflexe radio, t'as le réflexe télé ou moi, plutôt maintenant internet? Les réseaux sociaux. Ouais. J'ai le réflexe réseaux sociaux. Puis sur Twitter, ça va super vite, quoi. Ouais, ça va très très vite, c'est là où tu as les trucs en premier. Tu vois, par exemple, c'est horrible à dire, hein, mais quand tu as un attentat, moi je l'apprends sur les réseaux sociaux, pas sur la télé, tu vois. Ouais. Et du coup, tu as le hashtag, et donc du coup, tu cliques sur le hashtag, et là, tu vois tout ce qui se passe. Enfin, voilà. Après, il faut faire attention à ce qu'on y trouve sur Internet, parce qu'il y a aussi des trucs qui sont fausses. Donc je me méfie toujours, mais ouais, je vais commencer par les réseaux sociaux, et ensuite je vais aller chercher l'information ailleurs, tu vois. Et en dehors de l'actu littéraire, il y a des choses qui te tiennent à cœur, qui t'intéressent vraiment, je sais pas, que ce soit de la politique, de l'éco, de l'écologie, de l'économie, de la culture, ou des choses comme ça. Tu restes très culture ou tu t'intéresses aussi à d'autres secteurs d'infos? J'essaye de m'intéresser à tout. Après voilà, je suis pas passionnée par tout comme je suis passionnée par le livre. Tout ce qui est musique, à la base je suis musicienne, donc du coup tout ce qui est musique je vais m'y intéresser, même si je suis plus à fond dedans comme à l'époque. Tout ce qui est créativité aussi, tu vois. En fait moi j'ai mes petits trucs, donc j'ai pas mal de petits trucs par-ci par. Mais tout ce qui est loisirs créatifs, je vais m'intéresser. Politique, t'es obligé. Je pense que t'es obligé, même si c'est chiant, que t'en peux plus. Là on n'en peut plus, tu vois. Là moi les derniers jours je me suis coupée d'internet parce que je n'en pouvais plus. Il y a aussi pour ça, tu vois, tout le monde disait ouais, tu étais moins présente. Ouais, non, mais là, c'est plus possible en fait. T'allumes même Booktube, tu vois, même les booktubeurs se jugent entre eux parce que c'était les élections. Enfin, se jugent entre eux, je m'entends quoi. Mais non, je pense qu'il faut s'intéresser à tout. Et justement, en parlant politique, il y a quand même pas mal de politiques aussi qui sortent des bouquins, surtout à l'approche d'élections. Là, on a eu un raz-de-marée de bouquins, que ce soit de programmes, de biographies, de choses comme ça, de revendications, de leur vision de la France, de leur vision de l'avenir, des choses comme ça. T'as pu en lire ou c'est vraiment quelque chose qui est... Ouais, non. Franchement, je m'en fiche. Mais peut-être que je devrais essayer, tu vois. Mais il y a tellement de trucs à lire. Enfin, tu vois, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, que j'ai pas envie de me cantonner à des trucs qui m'intéressent pas forcément. On en revient toujours au même truc, t'as le sens des priorités, tu vois. Genre, c'est pareil, je vais pas aller vers un... Il y a des gens qui me demandent pourquoi tu ne chroniques pas des livres de youtubeurs, ça te ferait vachement plus de visibilité. Et pourquoi je le ferais en fait? Ça me sert à quoi d'avoir de la visibilité si c'est pour m'ennuyer et si c'est pour... Enfin, pas pour m'ennuyer, mais si c'est pour faire un truc qui me plaît pas forcément. Et en plus, il y a certains livres de politique, ça a été avéré, c'est même pas eux qui les écrivent en fait, c'est des gens qui sont embauchés pour les écrire et c'est quand même dommage en fait le livre, t'es quand même censé avoir un contact avec un auteur, c'est lui qui a écrit ses mots, il livre sa pensée, si au final c'est pas lui qui l'écrit, c'est quand même un peu dommage de... Bah t'as deux côtés dans le livre, t'as le côté économique et le côté artistique, tu vois. Et les auteurs, ils ont les deux. Parce qu'on va pas se mentir, un auteur, il doit manger à la fin du mois aussi, tu vois. Donc voilà, c'est aussi, tu as toujours l'argent de toute façon dans tout ce que tu fais. Dans toutes les passions, tu as quand même une dose d'économique. Mais souvent, tu l'as pas, le côté artistique. Et c'est là où tu retrouves, tu as des nègres. Les nègres, donc les nègres, attention, ce n'est pas un truc raciste. C'est des personnes qui vont écrire des livres pour des auteurs. Donc ça existe, mais que ça soit dans la littérature comme dans la politique ou ailleurs. Et justement, là c'était très politique sur Twitter, tu le disais notamment. Tu peux comprendre que des youtubeurs notamment prennent parti sans forcément dire je vais voter Macron, Mélenchon, faites comme moi, mais qu'il y a des youtubeurs qui disent allez voter, impliquez-vous, informez-vous. Qu'il y a des gens qui se servent de leur notoriété pour faire passer un message, qui soit positif ou négatif d'ailleurs, mais qui tentent d'influencer leur communauté. C'est quelque chose qui peut te paraître normal. Je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais toi, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Tant qu'on n'oblige pas les gens à faire, tu vois, à voter pour une personne. D'influencer les gens pour leur dire allez voter, ça me dérange pas. Parce que là encore, on a cet impact ou cette chance de pouvoir toucher le maximum de personnes. Et je pense que c'est important. Après, tu as des trucs comme en Somalie, là. Comment s'appelle celui qui a fait ça? Jérôme Jarre. Voilà, Jérôme Jarre. Mais ils font des trucs merveilleux. Les fonds qu'il a débloqués,
c'était merveilleux. Et en plus, il est allé chercher dans les ONG, enfin, il s'est renseigné, il n'a pas fait ça à l'arrache, tu vois. C'est quelque chose qui a été construit et tu as vu l'impact. Enfin, je trouve ça génial. Pourquoi ne pas utiliser les armes qu'on peut avoir pour faire des choses bien? Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on change de cadre, il fait beau, je sais pas si vous entendez mais il y a les petits oiseaux qui font des petits gazouillis comme ça dans les branches. Bref, l'été est bientôt là et je vous invite à sortir vos citronnades puisqu'aujourd'hui j'ai envie de vous présenter 10 lectures qui pour moi sont parfaites pour cette période. Et du coup pour finir petit à petit cette interview, pour parler un peu du futur, c'est quoi les prochains projets, les prochaines choses qui vont arriver pour toi en 2017 et même sur le plus long terme? Il y a des choses voilà, qui commencent à se mettre en place, à se concrétiser, il y a déjà des choses dans ta tête qui vont arriver? Alors oui, mais je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Donc d'un point de vue pro, et puis après je sais pas s'il y a aussi des choses perso que tu as envie d'accomplir, des choses à faire. Je vais m'acheter un appartement. Non, le livre, on en parle, enfin pour l'instant c'est pas d'actualité, de toute manière c'est pas le but, mais voilà, il y a des choses comme ça. J'essaye de me diversifier un petit peu. Là, de toute façon, ça commence à se voir, je pense. Les gens ont commencé à comprendre que j'étais en train de bifurquer un peu, à faire des mises en scène, des trucs un peu plus fun, de rajouter mon humour dans mes vidéos. Voilà, travailler encore un peu plus mon contenu. Après, d'un point de vue pro, si je peux continuer comme ça encore un petit moment, je dis pas non. Parce qu'à la base, c'était qu'un an. Je voulais faire ça qu'un an et en fait, je m'éclate tellement dans ce que je fais que je me vois pas retourner en librairie pour le moment. Ceci dit, j'espère finir mes jours dans ma librairie. Vraiment, c'est un de mes rêves, ça, de finir mes jours dans ma librairie où il y aura une cafétéria, peut-être même une ludothèque. Enfin, j'y pense toujours. Après, je suis pas contre travailler peut-être dans la com ou tu vois. Enfin, en fait, avec Booktube, j'ai appris à faire plein de trucs. Et j'ai appris à découvrir des trucs qui me plaisent, genre la com, tout ce qui est aspect digital, je kiffe. Audiovisuel, j'adore. Enfin, donc, du coup, tu vois, c'est des portes qui s'ouvrent toujours. On acquiert plein de compétences en fait sur YouTube, que ce soit le montage, le tournage, et puis même tout ce qui est gestion de réseau, en fait, le community management, des choses comme ça, c'est quand même super important. Et tu as spécialement aussi envie de rester ici, ou après tu peux partir, changer d'air, déménager, ou c'est un coin qui te plaît bien Moi, j'aime bien ma région. J'aime bien ma région. Après, voilà, je suis pas toute seule, je suis en couple, donc du coup, je dois faire avec, quoi. Là, pour le moment, il est loin, il est en Écosse, il fait sa vie, tu vois. Mais l'année prochaine, j'irai à Lyon. Et si j'ai choisi de le suivre, c'est aussi parce que Lyon, c'est qu'à 2 heures de Paris. Tu vois, enfin, il y a quand même ce côté, je veux rester dans ma région, mais je sais que normalement, je devrais aller à Paris. Mais je peux pas. Tu vois, Paris, ça t'attire pas des masses? C'est pas que ça m'attire pas des masses, mais tu vois, enfin, Annecy, quoi. J'ai toujours vécu ici, j'ai grandi ici, je suis à 5 minutes de la campagne, j'ai ma chienne, enfin moi, j'ai une passion pour les chiens qui est assez... j'en parle pas énormément sur la chaîne, mais c'est dévorant et je me vois pas foutre ma chienne à Paris, quoi. Donc, tu vois, des petits aspects, des petits trucs comme ça, un peu égoïstes, qui font que, bah ouais, tu travailles, mais tu vis aussi, quoi. Mais du coup, après Lyon, c'est aussi qu'il y a 1 heure et demie d'Annecy, donc après, oui, c'est ça. C'est déjà une grande ville. Ça va être dur. Et justement, on disait, après, il y a d'autres rencontres, d'autres conventions, d'autres salons qui vont arriver aussi prochainement, ou pas encore? Des prochaines choses ou pas? Ouais, si, des prochaines choses. Bah déjà, tous les week-ends quasiment jusqu'à fin juin. Et puis après, c'est au fur et à mesure, tu vois, ça arrive petit à petit. Même si t'as dit qu'il fallait quand même un peu souffler durant cet été, quoi. Sachant que le rythme va retomber, vu qu'on disait c'est un peu la trêve littéraire. La trêve littéraire de l'été me convient. Mais en même temps, tu vois, la trêve littéraire pas tant, parce que autant le monde du livre se met en pause, autant YouTube, tu vois, donc en fait ça compense. Mais ouais, non, il y a plein de choses. On est riche en... Ouais, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Non, ouais. Et tu disais que YouTube, tu pensais faire ça qu'un an, en fait, enfin, du moins avoir ce rythme-là durant qu'un an. Tu dois du coup continuer plus longtemps à plus longue échelle, enfin, faire Booktube, des choses comme ça, t'épanouir comme ça sur Internet. Au final, tu te fixes pas de limite dans le temps, en fait, en disant dans 5 ans j'ai déjà envie d'arrêter. Ou pour l'instant, tu vis un peu au jour le jour, mais tu t'y plais, t'as envie de continuer. Voilà, c'est ça. Pour le moment, ça marche. Donc je continue. Et puis tant que je m'amuse, je continue. Et puis peut-être pas mal les jeunes, comme on le disait, hein, donc dans les bibliothèques, les médiathèques, et même à travers tes vidéos, tu as soutenu pas mal d'initiatives, des petits concours de booktubeurs pour aider les gens à se lancer. C'est important du coup d'aider un peu les gens à se lancer, à démarrer, à soutenir un peu comme ça, et pas rester un peu dans sa tour d'ivoire en disant faites, mais on ne vous aide pas en fait. En disant, mais oui, moi je trouve ça super important. De toute façon, je vais pas vous mentir, hein, tout le monde le sait. J'ai commencé ma chaîne il y a 5 ans, mais je l'ai repris il y a 3 ans maintenant, bientôt, 2 ou 3 ans. Et tout ça, si je l'ai fait, c'est grâce à Nine.
C'est elle qui m'a dit hop là ma petite, tu vas t'y remettre, tu me sors des vidéos, tu vas faire ça bien et tout. Elle m'a un peu boostée, tu vois, elle m'a accompagnée, elle m'a aidée, on est devenus amis. Enfin voilà. Je pense que faut pas rester dans sa tour d'ivoire, c'est du partage et donc le partage il passe aussi par là. Et salut, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Nine. Salut. De la chaîne Les Lectures de Nine, mais vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous présenter, n'est-ce pas? Et on vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'on avait fait toutes les deux lors de notre première rencontre il y a 2 ans. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup Émilie d'avoir répondu à ces questions. On retrouvera toute la chaîne Build Up ici. Je vais mettre quelques vidéos aussi en description, par ici, sur les miniatures, des liens pour que vous puissiez découvrir son travail. Du coup, il y a quand même une vidéo qui va arriver dans pas trop longtemps en plus. J'essaye. Ça devrait arriver. Donc merci beaucoup à toi d'avoir répondu merci aux à toi. questions. Allez voir sa chaîne. Puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut. Et on ne le dirait pas comme ça, il n'y a pas de livre ici à côté de moi, mais un grand merci à la médiathèque d'Annecy qui a pu nous accueillir pour tourner cette interview. Non, puis elles sont super intéressantes tes questions en plus. Oh, c'est gentil. On ne les pose jamais. Mais tu sais, ils restent tellement cantonnés à... Ah oui, vous C'est un peu le but aussi pour que je fais les interviews. Ouais. Donc c'est